Chapitre 15 dans le quartier de Bloomsbury. Norman Gale revint le premier de sa surprise. « Ah, mais c'est Monsieur Poirot! Êtes-vous toujours décidé à prouver votre innocence, Monsieur Poirot? Vous vous souvenez donc de notre petite conversation? Et c'est ce pauvre Monsieur Clancy que vous suspectez? Vous aussi, répliqua Jane, sans quoi vous ne seriez pas ici à cette heure. » Il l'observa longuement. « Avez-vous parfois réfléchi aux conséquences d'un meurtre, mademoiselle? Je veux dire, d'une manière abstraite, de sang-froid et sans passion. »« Je crois n'y avoir jamais songé jusqu'ici, dit Jane. Évidemment, vous y pensez à présent, parce que vous êtes affecté personnellement par un crime. Mais moi, Hercule Poirot, j'étudie cette question depuis des années, et je considère les choses à ma façon. Quelle est la préoccupation qui s'impose à notre esprit à l'annonce d'un meurtre? Trouver le coupable, fit Jane. L'idée de justice, dit Norman Gale. Poirot secoua la tête. Il est une chose plus importante que de découvrir l'assassin. La justice, mot superbe, mais dont le sens exact demeure parfois difficile à définir, suivant le cas. Selon moi, le point capital consiste à disculper les innocents. Cela va sans dire si quelqu'un est accusé à tort. Point n'est besoin d'être accusé. Tant que le coupable n'est pas reconnu, sans aucun doute possible, tous ceux qui, de près ou de loin, touchent au crime en souffrent à des degrés différents. Norman Gale proféra avec conviction. « Ce que vous dites là est bien vrai. Nous le savons par expérience, ajouta Jane. Poirot les regarda l'un après l'autre. « Je comprends. Vous en constatez déjà les effets. » Soudain il s'anima. « Maintenant, aux affaires sérieuses. Puisque tous trois nous poursuivons le même dessein, conjuguons nos efforts pour réussir. Je songeais précisément à faire une visite à notre ami Monsieur Clancy. Mademoiselle pourrait m'accompagner en qualité de secrétaire. Tenez, mademoiselle, voici un carnet et un crayon pour prendre des notes sténographiques. »« J'ignore la sténographie, soupira Jane. Mais vous avez de l'initiative, de l'intelligence. Ne pouvez-vous griffonner sur ce carnet des signes ressemblant vaguement à des sténogrammes? Tout marchera bien. Quant à Monsieur Gale, il viendra nous rejoindre d'ici 1 heure environ au restaurant Monseigneur, dans la salle du premier étage. C'est entendu, n'est-ce pas? Nous pourrons alors échanger nos points de vue. » Là-dessus, il s'approcha de la porte et appuya sur le bouton électrique. Légèrement éberluée, Jane le suivit, serrant entre ses doigts le carnet et le crayon. Gale ouvrit la bouche pour protester, mais il s'en abstint. « Bien, dit-il, dans 1 heure au Monseigneur. » Une vieille femme, vêtue de noir et à l'air plutôt rébarbatif, ouvrit la porte. « Monsieur Clancy » demanda Poirot. Elle se rangea de côté pour laisser entrer Jane et Poirot. « Qui faut-il annoncer, monsieur ?»« Monsieur Hercule Poirot. » La vieille femme les conduisit au premier étage et pénétra dans une grande pièce. « Monsieur Hercule Prott » prononça-t-elle. Poirot comprit alors, dans toute sa portée, la déposition de Monsieur Clancy à Croydon. En effet, comment retrouver un objet de la taille d'un chalumeau dans un capharnaüm? La pièce, tout en longueur, avait 3 fenêtres. D'un côté, des étagères et des bibliothèques garnissaient les murs. Ça et là, on remarquait des papiers, des cartons verts, des bananes, des bouteilles de bière, des livres, des coussins, un trombone, des porcelaines, des esquisses et un étonnant assortiment de stylos. Au milieu de ce chaos, M. Clancy s'énervait, un appareil photographique et un rouleau de pellicule entre les mains. « Ah, par exemple !» s'écria M. Clancy, levant la tête quand furent annoncés les visiteurs. Il posa l'appareil sur la table et la bobine de film tomba à terre en se déroulant. L'écrivain s'avança, la main tendue. « Je suis très heureux de vous revoir. »« Vous me reconnaissez, je l'espère, dit Poirot. Je vous présente ma secrétaire, Miss Gray. »« Bonjour, mademoiselle, dit M. Clancy, puis se tournant vers Poirot. « Si je vous reconnais, bien sûr. Où donc nous sommes-nous rencontrés la dernière fois? Était-ce au club de la Tête de Mort? » Nous avons voyagé ensemble de Paris à Londres en avion dans une circonstance tragique. « Ah, mais oui, Miss Gray aussi, seulement j'ignorais qu'elle fût votre secrétaire. De fait, je m'étais imaginé qu'elle travaillait dans un salon de beauté ou quelque chose de ce genre. » Jane tourna vers Poirot un regard inquiet. Celui-ci se montra à la hauteur de la situation. « Parfaitement. La secrétaire d'un détective est appelée de temps à autre à assurer certaines fonctions d'un caractère provisoire, vous saisissez? »« Bien sûr, s'exclama M. Clancy, j'oubliais. Vous êtes un détective, un vrai, pas un homme de Scotland Yard, mais un détective privé. »« Veuillez vous asseoir, Miss Gray. Non, pas là. Il y a du jus d'orange sur cette chaise. Tout à l'heure, je vais embrouiller mes papiers. Oh, malheur, à présent, tout est pêle-mêle, tant pis. Asseyez-vous ici, monsieur Poirot.
C'est bien Poirot, n'est-ce pas? Le dossier n'est pas cassé, il crie un peu lorsqu'on s'appuie dessus, aussi feriez-vous bien de ne pas trop vous pencher en arrière. Alors, vous êtes un détective privé comme mon Wilbraham Rice? Mes lecteurs adorent Wilbraham Rice. Ils se rongent les ongles et avalent quantité de bananes. Je ne sais pourquoi j'ai commencé à lui faire ronger ses ongles, c'est une détestable habitude. Mais comment y remédier? Il est trop tard à présent. Il faut qu'il continue, tant pis. Ce procédé devient monotone, tandis que les bananes, cela amuse. Les criminels glissent parfois sur la peau. Je suis moi-même un fort amateur de bananes. Voilà ce qui m'a donné cette idée, mais heureusement je ne me ronge pas les ongles. Voulez-vous de la bière? Non merci. Monsieur Clancy soupira, s'assit et considéra Poirot avec curiosité. C'est le meurtre de madame Gisèle qui me vaut l'honneur de votre visite, n'est-ce pas? J'ai moi-même beaucoup réfléchi à ce sujet étonnant. Songez donc, lancer dans un aéroplane un dard empoisonné au moyen d'un chalumeau. J'ai déjà exploité ce truc dans un roman et dans une nouvelle. Évidemment, il s'agit là d'un crime horrible, mais, je l'avoue, monsieur Poirot, il me passionne au plus haut degré. Du point de vue professionnel, je conçois tout l'intérêt suscité en vous par ce meurtre peu ordinaire. Monsieur Clancy rayonnait. Certes, et vous pensez que tout le monde, y compris les membres de la police officielle, comprendrait cela? Pas du tout. L'inspecteur, de même que le jury d'enquête, ne m'ont témoigné que de la basse méfiance. Je me suis dérangé pour me rendre au tribunal, et ces imbéciles me remercient en me suspectant de façon ignoble. Allons, monsieur Clancy, je vois que vous ne prenez pas la chose trop au sérieux. C'est que j'ai ma méthode, mon cher Watson. Excusez-moi si je vous appelle Watson, je n'y mets aucune mauvaise intention. Il est curieux de constater, en passant, combien la ficelle de l'ami stupide a pris dans le public. Personnellement, je crois que les histoires de Sherlock Holmes ont été surfaites. Quelles erreurs grossières ont pu se glisser dans ces romans? Mais que vous disais-je? Vous parliez de votre méthode. Ah oui, monsieur Clancy se pencha en avant. Je vais fourrer cet inspecteur, il s'appelle bien Japp, n'est-ce pas? Je vais le fourrer dans mon prochain livre. Vous verrez de quelle façon le traitera Wilbraham Rice. Entre deux bananes, c'est cela, entre deux bananes, excellent. Monsieur Clancy éclata de rire. Votre profession d'homme de lettres vous procure un avantage appréciable, lui dit Poirot. Vous pouvez soulager votre humeur par la parole écrite. Sur vos ennemis, vous avez la puissance de la plume. Monsieur Clancy se balançait nonchalamment sur sa chaise. Je commence à croire que ce meurtre tournera bien pour moi. Je suis en train d'écrire un bouquin dans lequel je relate l'affaire telle qu'elle s'est passée, d'une façon romancée, bien entendu. J'intitulerai cette œuvre « Le mystère de l'avion ». J'y dépeins fidèlement tous les voyageurs. Mon roman se vendra comme des petits pains, si toutefois je le publie à temps. Ne craignez-vous pas d'être poursuivi pour diffamation? Demanda Jane. Monsieur Clancy tourna vers elle un visage souriant. Non, ma chère mademoiselle. Ah, si je désignais comme coupable un des passagers, on pourrait exiger des dommages, mais voilà où réside ma force. Au dernier chapitre, j'apporte un dénouement tout à fait inattendu. Poirot ouvrit de grands yeux et se pencha vers l'écrivain. Peut-on connaître ce dénouement? Ingénieux, dit-il, et des plus sensationnels. Déguisée en pilote, une jeune fille monte dans l'avion au Bourget et se cache sous le siège de madame Gisèle. Elle emporte avec elle une ampoule d'un nouveau gaz. Lorsqu'elle laisse partir ce gaz, tout le monde tombe dans l'inconscience pendant 3 minutes. Elle sort de sa cachette, lance le dard empoisonné, puis quitte l'aéroplane au moyen d'un parachute. Jane et Poirot clignotèrent des yeux. « Pourquoi échappe-t-elle à l'effet du gaz ?» demande Jane. « Elle possède un masque, expliqua M. Clancy. Et elle descend dans la Manche. Pas nécessairement, je la ferai atterrir sur la côte française. Cette personne ne peut se dissimuler sous un siège, il n'y a pas suffisamment de place. Dans mon avion, il y en aura suffisamment, affirma M. Clancy péremptoirement. Épatant, s'exclama le petit Belge. Et pour quel mobile la jeune fille tuera-t-elle? Je ne suis pas encore bien fixé. Gisèle aura probablement ruiné son amoureux qui s'est suicidé ensuite. Et comment s'est-elle procuré le poison? Voilà précisément où réside l'art du romancier. J'ai fait de ma jeune fille une charmeuse de serpent, et pour commettre le meurtre, elle extrait le venin de son cobra préféré. Mon Dieu, s'écria Hercule Poirot, ne redoutez-vous pas que la dose ne soit un tantinet forcé? Un bon écrivain ne force jamais la dose, déclara M. Clancy d'une voix ferme, surtout quand il introduit dans son roman des fléchettes empoisonnées en usage chez les Indiens de l'Amérique du Sud. Je sais bien qu'il s'agit ici de venin de serpent, mais le principe reste le même. Vous ne voudriez tout de même pas qu'un roman policier ressemblât à la vie réelle. Consultez un peu les journaux, les crimes y sont d'une monotonie désespérante.
Allez-vous me dire, monsieur, que l'affaire dont je m'occupe actuellement soit monotone à ce point? Non, convint le romancier. Par moments, j'ai même peine à croire que pareil crime ait été commis. Poirot rapprocha sa chaise gémissante de celle de son hôte et lui parla sur un ton de confidence. Monsieur Clancy, vous êtes un homme de ressources et d'imagination. La police, au lieu de vous consulter, vous a soupçonné de manière infâme. Mais moi, Hercule Poirot, je viens vous demander votre avis. Monsieur Clancy rougit de plaisir. Vous êtes on ne peut plus aimable, monsieur Poirot. Vous avez étudié la criminologie et votre opinion offre une valeur incontestable. Il m'intéresserait fort de savoir qui, selon vous, aurait assassiné Madame Gisèle. Ma foi. Monsieur Clancy hésita. D'un geste distrait, il saisit une banane qu'il commença à manger. Puis, l'animation s'effaçant de ses traits, il hocha la tête. Cette hypothèse n'appartient pas au domaine de la fiction, monsieur Poirot. Quand on écrit une histoire policière, on choisit soi-même le coupable. Dans la vie réelle, il s'agit d'un individu en chair et en os. Ce n'est pas vous qui tirez les ficelles, j'aurais fait, je le crains, un bien médiocre détective. Il pencha tristement la tête en avant et lança la peau de banane dans le foyer. Ne serait-il pas amusant, néanmoins, d'étudier l'affaire ensemble, suggéra Poirot. Ah ça oui, j'accepte volontiers. Tout d'abord, si on vous priait de parler, qui désigneriez-vous comme coupable? J'accuserais un des deux Français. Pourquoi cela? D'abord parce que la victime était française, ensuite parce qu'ils étaient assis de l'autre côté et pas trop loin de cette femme. En réalité, je ne sais rien. Cela dépend beaucoup du mobile, dit pensivement Poirot. Évidemment, évidemment. Sans doute utilisez-vous une méthode scientifique pour percer à jour les mobiles de chacun. J'emploie les anciennes méthodes et j'applique le vieil adage « chercher à qui profite le crime ». C'est parfait, déclara monsieur Clancy. Toutefois, cette affaire me paraît plutôt compliquée. Il y a bien une fille qui hérite, mais nombre de passagers dans l'avion bénéficient du décès de madame Gisèle, du moins ceux qui lui doivent de l'argent, et se voient subitement libérés de leurs dettes. Très juste, j'entrevois encore d'autres solutions. Supposons que madame Gisèle ait été renseignée sur les intentions d'une de ces personnes, par exemple au sujet d'une tentative de meurtre. Une tentative de meurtre ? Pourquoi une tentative de meurtre? Votre suggestion me semble bizarre, monsieur Poirot. Dans un cas comme celui-ci, il faut songer à tout, monsieur Clancy. À quoi bon songer? Il importe avant tout de savoir. Vous avez raison, vous avez raison. Voilà une observation judicieuse. Poirot ajouta. Je vous demande pardon, monsieur, mais ce chalumeau, vous l'avez acheté... Au diable, ce chalumeau. Ah, la langue me cuit d'en avoir parlé. Vous l'avez acheté dans Charing Cross Road? Vous souvenez-vous du nom de la boutique? Ma foi, monsieur Poirot, ce pourrait être chez Absalon ou bien Mitchell et Smith. Je ne me rappelle plus. Ces questions m'ont déjà été posées par cet inspecteur qui a sûrement contrôlé mes dires. Je vous demande ce détail pour une raison toute différente, expliqua Poirot. Je désire me procurer un instrument semblable pour me livrer à une petite expérience. Je vous entends. Toutefois, je ne sais si vous trouverez le même. Ils n'en ont pas des stocks en magasin. J'essayerai tout de même. Miss Gray, voulez-vous avoir l'obligeance de noter ces deux noms? Jane ouvrit son carnet et traça une série de signes qui, du moins elle se le figurait, ressemblaient à ceux des professionnels de la sténographie. Puis, à la dérobée, elle écrivit, au verso en écriture ordinaire, les noms des deux firmes pour le cas où ce renseignement serait utile à Poirot. Je ne veux pas abuser davantage de votre temps, monsieur Clancy. Je vous quitte en vous remerciant 1000 fois de votre grande courtoisie. Il n'y a vraiment pas de quoi, monsieur Poirot. Voulez-vous accepter une banane? Non, merci, vous êtes très aimable. Pas du tout. À vous dire vrai, je me sens très heureux ce soir. J'étais en panne dans ma rédaction d'une nouvelle. Cela ne démarrait pas et impossible de trouver un nom pour mon assassin. J'en voulais un savoureux. Et ce soir, j'ai eu la chance de le découvrir sur une boucherie. Partiger. Juste ce qu'il me fallait. Je discerne en ce nom une certaine bonhomie qui m'enchante. Partiger. 5 minutes plus tard, la réponse à mon énigme s'offre à moi. Pourquoi la jeune fille ne parle-t-elle pas? Le jeune homme essaye de lui arracher son secret, mais elle reste les lèvres closes. Un personnage a toujours une raison de se taire. Le devoir d'un romancier consiste à donner chaque fois un mobile différent qui paraisse plausible et pas trop ridicule. Avec un sourire vers Jane, il conclut. « Ah, vous ne connaissez pas les tribulations d'un auteur. » Passant devant la jeune fille, il se dirigea vers une armoire bibliothèque.
Mademoiselle, permettez-moi de vous offrir ce livre, Le mystère du pétale rouge. Je crois avoir dit à Croydon que dans ce roman je parlais de flèches empoisonnées. Mille fois merci, monsieur, vous êtes la gentillesse même. Je vous en prie, tiens, il me semble, mademoiselle, que vous n'employez pas la méthode de sténographie Pitman. Jane rougit jusqu'à la racine des cheveux. Poirot vint à la rescousse. Miss Gray est tout à fait à la page, elle se sert de la méthode de sténographie la plus récente, inventée par un Tchécoslovaque. Oh, pas possible tout de même. Quel pays étonnant que la Tchécoslovaquie. Tout nous parvient de cette contrée, les souliers, les verres, les gants, et maintenant voici une méthode de sténographie. Il serra les mains de ses deux visiteurs. J'aurais bien aimé pouvoir vous être plus utile. Poirot et Jane laissèrent dans son Capharnaüm l'écrivain de romans policiers, qui les regarda partir avec un sourire amusé.